Je ne me souviens pas exactement de la question, ça a dû être quelque chose comme quelle sorte de choses apprends-tu à l'école? Mais je me souviens très bien de ma réponse. Ou en tout cas, le parti où j'ai dit Abraham Lincoln était le premier président. Oui, bon, pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec l'histoire des États-Unis, Abraham Lincoln n'était pas le premier président. Le truc, c'est que je le savais moi aussi. Mais pour une raison ou une autre, je me suis trompée. J'étais certainement nerveuse devant la caméra et bien de parler avec des gens, des adultes en plus, que je ne connaissais pas. Je n'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé par la suite, mais je ne me rappelle pas si les gens autour de moi ont rigolé de ma bêtise, ni s'ils m'ont permis de repasser, de me corriger. Ça aurait été sympa. Hein. Les seules choses dont je me souviens, ce sont les mots « Abraham Lincoln était le premier président » et le sentiment qui reste en moi encore aujourd'hui, la honte d'avoir fait une erreur. Je vous entends dire « mais ce n'est pas bien grave pour un enfant de 7 ans », ce qui est certainement vrai. Sauf un petit détail. Mon école, c'est une école pour des enfants surdoués. Un de mes camarades de classe jouait le piano au niveau professionnel à l'âge de 5 ans. Un autre avait fait une découverte mathématique qui a ensuite porté son nom. J'étais littéralement entourée de génies et j'étais incapable de donner la bonne réponse à une simple question. Je me demandais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Mais aujourd'hui, je me demande, comment est-ce qu'un enfant peut ressentir une émotion si forte, peut connaître ce sentiment de honte à un si jeune âge et pour une erreur si insignifiante. Doing it wrong est mon mantra, et c'est un mantra à double sens. D'un côté, il représente une lutte avec moi-même, un conflit intérieur. J'ai une image de moi à mon mieux, de ma vie optimale, mais c'est un idéal que je n'arrive pas toujours à émuler. Il engendre la frustration quand je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, quand je ne remplis pas mes responsabilités, et bien quand je me montre faible face aux tentations, comme l'autre moitié du tablette de chocolat ou le dernier petit verre de vin pour la route, ou enchaîner la nouvelle saison de Daredevil alors que j'ai une conférence à préparer. C'est ce sentiment de manquer de contrôle, qu'il y a un gouffre en moi, que je vois clairement, mais que je n'arrive pas à traverser. De l'autre côté, il représente les forces extérieures, les idiots qui me sont imposés. Marketing, publicité, culture populaire, des messages qui, même si subtils, même si sur un plan conscient, je peux les rationaliser, ils rentrent dans la tête et dans l'esprit et ils créent des tensions. Ils peuvent me faire croire tout faire à l'envers, de ne pas agir comme je le veux, comme je le devrais. Je suis trop grosse, je ne suis pas assez bien coiffée, je devrais vouloir suivre des modes, me maquiller, avoir des enfants et penser comme des gens autour de moi. Ces influences ne sont pas toujours passives, c'est des gens, des véritables personnes. C'est une copine, mon beau-père, un collègue. C'est quelqu'un qui me dit « non mais ça ne se fait pas hein. ». C'est quelqu'un qui me juge, quelqu'un qui me dit que j'ai tort, qui veut m'empêcher de faire quelque chose parce qu'il croit que je n'ai pas la capacité ou la nécessité ou le droit. Cette lutte intérieure et ces influences extérieures nous mettent face à nous-mêmes et avec des choix à faire tous les jours. Elles nous demandent d'avoir confiance, de comprendre la différence entre réalité et illusion, entre opinion et fait, et ils nous mettent en tension constante. Ces choix nous poussent vers un objectif très simple, être en accord avec nous-mêmes. Doing it wrong vous semble peut-être un choix curieux pour un mantra. J'aurais pu choisir, par exemple, ne rien attendre et tout apprécier. Ou tout simplement, sois en paix avec toi-même. Ça peut sembler plus logique de mettre en avant le côté positif,
Comme quand un malheur nous arrive, nous essayons de chercher le bon côté, ce qu'on appelle « the silver lining » en anglais. Et j'y crois en ça, absolument. C'est important de rester positif, c'est important de relativiser. Sinon, on peut facilement se laisser écrouler sous le poids des difficultés de la vie. Mais je ne veux pas cacher mes bêtises. Je ne veux pas faire semblant de toujours avoir la bonne réponse. Et plus que juste voir le côté positif des choses, je veux vivre pleinement ma vérité. Doing it wrong est ma façon de revendiquer mon côté foireux, de me délecter de mes différences, de dire que ma façon de faire, c'est peut-être pas comme la tienne, et ça me va très bien. Que j'ai le choix et le pouvoir de calmer le conflit. Et puis, je trouve ça drôle. C'est une façon de s'assumer sans se prendre trop au sérieux. Bon, il y a des choses qui sont clairement fausses. Lincoln n'était pas le premier président. Et sauf peut-être dans un univers parallèle, personne ne disputera ce fait. Mais il y a certains qui ont dit que George Washington ne l'était pas non plus. Intéressant. Le premier de le dire, c'était Douglas H. Thomas, un descendant de John Hanson, lui élu comme premier président du Congrès le 5 novembre 1781. Le propos a ressurgi en 1932 dans une biographie par Seymour Wemyss Smith. Non, ce n'est pas une idée populaire, mais c'est une question de perspective. Le poste du président du Congrès a existé 6 ans avant que le gouvernement fédéral ait été établi et 8 ans avant que le général George Washington ne devienne président des États-Unis. Thomas et Smith ont remis en question la définition même du président et ont voulu donner une place plus importante à Hanson dans les annales de l'histoire. C'était leur vérité à eux. Aujourd'hui, l'idée que la Terre soit plate comme une pizza et non pas ronde comme la Lune ou le Soleil ou toute autre planète et étoile dans notre système solaire nous semble ridicule. On se moque ouvertement de The Flat Earth Society et de ses membres qui maintiennent que c'est nous qui avons tort et que d'ailleurs la découverte dans l'espace c'était un grand complot qui n'a jamais eu lieu. Mais rappelons-nous que ce n'était pas avant le XVIe siècle et la première circumnavigation du monde par Magellan que l'idée d'une Terre sphérique se répand dans le monde. Et ce, malgré le fait que ça avait été prouvé par des astronomes helléniques des siècles et des siècles auparavant. Même le lancement d'un Tesla dans l'espace n'a pas réussi à convaincre les Flat Earthers que nous vivons sur une planète sphérique. Leur nombre ne cesse de croître. Ils ne se limitent pas aux États-Unis. Ils ont désormais des conférences en Angleterre, au Canada, en Australie et aux Pays-Bas. Et bien des conférenciers qui viennent des 4 coins du globe. Il y a des croyances et des méfiances qui sont plus fortes que tout argument et toute preuve. 1961, Time Magazine publie un article basé sur les recherches et propos de Ancel Keys qui lie des taux élevés de cholestérol à la maladie coronarienne. Il promouvait l'idée qu'un régime avec des lipides, avec très peu de lipides était meilleur pour la santé et qu'il fallait surtout remplacer les lipides naturels et animaux, tels que le beurre et le lard, par des lipides végétaux, tels que la margarine et l'huile de maïs. Bien entendu, Time Magazine n'est pas un journal scientifique. Le travail de Keys et de ses collègues avait d'abord été officialisé dans les recommandations diététiques publiées par the American Heart Association et ciblées au grand public. Mais il y a bien plus d'Américains qui lisent Time Magazine que des rapports de the American Heart Association ou des journaux scientifiques. Time est revenu 23 ans plus tard avec une nouvelle couverture qui continuait à dénoncer le cholestérol. Un panel d'experts avait été choisi
pour décider si le gouvernement devait intervenir sur ce problème de cholestérol, et si oui, comment. Ce panel était composé d'individus avec des expertises diverses et qui étaient considérés sans préjugés sur le sujet. Ils ont conclu que les taux de cholestérol étaient effectivement trop élevés parmi les Américains et que ceci contribuait à la croissance des mortalités dues à la maladie coronarienne. Leur solution, définir des taux acceptables de cholestérol pour donner un gauge aux médecins afin qu'ils puissent diagnostiquer et traiter leurs patients. Mais le réel problème, depuis tout ce temps, était que la science ne soutenait absolument pas le lien entre le cholestérol et la maladie coronarienne. De plus, les data montraient que les nouveaux régimes influencés par cette guerre contre les lipides contribuaient, eux, davantage à l'obésité et les problèmes cardiaques. La recherche qui refute la science anti-lipides existe depuis des années 50. Même Ansel Keys, 5 ans avant d'apparaître sur la couverture de Time Magazine, avait publié un article qui suggérait que c'était plutôt l'utilisation croissante des huiles végétales hydrogénées qui était la cause de cette prévalence de la maladie coronarienne chez les Américains. Et pourtant, il a eu toujours des voix fortes, des journalistes et des scientifiques, des gens comme Gary Taube, Nina T. Schultz, Mary Hennig, et peut-être un nom un peu plus familier, le docteur Robert Atkins, qui allaient à l'encontre de la média mainstream et l'industrie pharmaceutique avec un message à l'opposé, que les lipides naturels n'étaient pas notre ennemi et qu'il fallait plutôt baisser la consommation des glucides. Mais ce n'était pas avant 2014, et car la population changeait ses mœurs de même, que les médias et l'industrie agroalimentaire n'avaient plus que le choix de s'adapter. Time Magazine publie que la guerre contre le beurre, c'est fini, que les scientifiques ont eu de nouvelles preuves, alors qu'en fait, ces preuves existaient depuis des décennies. La science ne détient pas la vérité. La vérité peut être subjective. Souvent, ce qui est vrai dépend de qui parle le plus fort et qui peut avoir une influence sur une majorité. Si la majorité croit quelque chose, est-ce que ça veut dire que c'est vrai? La méthode scientifique ne sert pas à prouver une théorie, mais à essayer de la refuter. Ce qu'on n'arrive pas à refuter devient la vérité jusqu'aux preuves du contraire. Et l'histoire nous montre que cette preuve, au contraire, arrive très souvent. Que notre monde change constamment, et avec lui, notre perception de ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous n'aimons pas avoir tort. L'être humain veut comprendre l'univers, et nous ressentons une pression d'avoir raison, de connaître la réponse, de détenir une seule et unique vérité. Mais nous ne sommes pas sans préjudice. Nous voyons le monde et nous filtrons l'information autour de nous sous des biais cognitifs et parfois avec des motivations ultérieures. Si seulement on avait un guide pratique, un mode d'emploi de la vie, est-ce qu'on le suivrait? À l'école, toujours la même, on nous avait fait faire un test pour voir si on pourrait suivre des instructions. Je me suis dit, finger in the nose. La première instruction était ne rien remplir avant d'avoir tout lu. Ensuite, les premières champs demandaient mon nom et prénom. Bon, j'ai rempli quand même pour gagner du temps. Vous voyez déjà la fin de l'histoire. Effectivement, après avoir lu jusqu'au bout, la dernière instruction était ne rien remplir du tout, soumettre le formulaire vide à l'enseignant. Bon, finalement, même les instructions les plus simples ne sont pas faciles à suivre. Ah, mais je suis bête! Mais nous avons des guides pratiques, des modes d'emploi de la vie. Nous avons la Bible, le Coran, la Torah. Ces 3 versions de la vérité ont des points forts en commun sur les questions du bien et du mal, raison et tort. Mais toujours est-il, ils ne sont pas d'accord sur des tas de choses. Et toujours est-il, même leurs adeptes ne savent pas toujours suivre leurs instructions.
Quand nous sommes installés en Normandie, mon beau-père est venu nous aider avec les rénovations. Il faut savoir que mon beau-père a travaillé longtemps dans le bâtiment et il est très doué avec ses mains. Encore mieux, c'est quelqu'un qui aime bien faire des choses. Il a une passion et une fierté dans son travail. La maison était en bon état structurel, mais elle avait vraiment été délaissée. Il fallait remplacer la moquette, qui ressemblait à quelque chose que tu trouveras dans un bowling des années 80. Il fallait refaire les plâtres sur plusieurs murs, où bizarrement, ça ne collait pas bien en place. Et puis surtout, il fallait peindre. Alors, si vous avez déjà peint un appartement ou une maison, vous savez que le plus chiant à faire, c'est le plafond. Alors, quand mon beau-père a offert de s'en occuper, on était super contents. Avec mon mari, on s'occupait des murs, et juste quand on terminait en bas, je m'aperçois que le plafond au-dessus de l'escalier n'est pas peint. Alors j'ai dit « Papa, mais t'as oublié au-dessus de l'escalier ?» Et il me répond « Non, je n'ai pas oublié, ce n'est pas possible. » Pour moi, un peu confus, je lui dis « Mais comment ça, c'est pas possible ?» Elle me dit « Oui, sans échafaudage, je ne peux pas le faire dans les règles de l'art. » Dans les règles de l'art. Je lui dis « Mais ce n'est pas la chapelle Sixtine. Il suffit de prendre un rouleau et le mettre au bout d'une manche télescopique et basta. » Mais non, pour lui, ce n'était pas possible. Et donc, j'ai pris un rouleau, je l'ai mis au bout d'une manche télescopique et j'ai peint le plafond au-dessus de l'escalier. Ce n'est pas possible. Ce sont les mots sur lesquels j'ai bâti ma carrière. Depuis mon plus jeune âge, et malgré cette peur en moi de tout faire de travers, il y a toujours eu quelque chose dans ces mots qui me motivait. Sentir le rejet et l'embarras d'une erreur ou une ignorance, c'est une agonie. Tandis qu'entendre quelqu'un me dire ce que je peux ou ne peux pas faire, ça sonne plutôt comme un défi à relever. En 1998, j'ouvre ma première agence web avec 2 associés et contre toute attente. Seul l'un d'entre nous connaissait quelque chose à propos de la création des sites internet et ce n'était pas moi. Mais l'idée m'a séduit et ils m'ont convaincu que le web c'était l'avenir et que c'était le moment parfait de s'y lancer. Et que d'ailleurs la vie d'entrepreneur était tout ce qu'on pourrait espérer. Au bout d'1 an, l'un d'entre nous a quitté la boîte. Et encore, ce n'était pas moi. Au bout de 2 ans, on a mis la clé sous la porte définitivement. Nous avons fait de belles réalisations. Mais côté stratégique, et surtout en termes de notre communication interne, nous avons vraiment tout fait de travers. Un jour, j'étais au bureau, toute seule en train de finaliser notre dépôt de bilan. Le téléphone a sonné. C'était le directeur en marketing et communication d'une entreprise située pas loin d'ici à Bron. Il cherchait un prestataire et il me dit que c'était urgent. Je lui ai expliqué « Je regrette, monsieur, mais l'agence a fermé. » Il me demandait « Et vous êtes disponible ?» Mon activité freelance s'est lancée ce jour-là. Au bout du projet, nous avons créé 2 sites internet, une vidéo, un CD-ROM et un kiosque pour les salons professionnels. J'ai réussi à faire travailler 5 autres freelances et j'ai gagné, je pense, plus d'argent dans les quelques mois que dans 2 ans avec l'agence. À noter que ces derniers détails ne sont pas du tout pertinents au sujet, mais je dois vraiment les raconter. Bon, l'histoire ne se termine pas là, parce que quelque chose de très curieux m'arrivera par la suite. Désormais, avec ce nouveau titre de freelance, les portes s'ouvraient à moi et je rencontrais toutes sortes de personnes avec toutes sortes de projets numériques. Et j'entendais encore et encore la même chose. Ils me disaient « Oui, j'en ai parlé avec un tel développeur et il me dit « Ce n'est pas possible ». Pour chaque prestataire qui leur répondait « Ce n'est pas possible », je gagnais un client. Ces prestataires, pour la plupart, étaient des ingénieurs qui avaient forcément été formés sur les systèmes informatiques pendant les années 80-90. Et malgré le fait, ou peut-être à cause du fait, que le Minitel existait en France depuis 1978, je crois,
Le web était encore très jeune ici en début des années 2000. C'était encore un peu le Wild West avec tout à découvrir. Mais pour les ingénieurs, avec une éducation formelle qui leur a appris de faire des choses dans les règles de l'art, un grand nombre ne voyaient qu'un plafond à peindre sans échafaudage. Oui, j'ai démarré ma vie professionnelle et c'était plutôt une belle réussite, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas fait plein d'erreurs par la suite. Parfois, je regarde en arrière et je ne vois que ça, toutes les choses dans ma vie que j'ai fait à l'envers, tellement en fait que je pourrais y consacrer un livre entier. Quelle bonne idée. L'incident que j'avais vécu en primaire s'était répété 2 ans plus tard, non pas avec Abraham Lincoln, mais cette fois avec Kirk Hammett, lead guitariste de Metallica. Au lycée, j'avais un prof qui nous entraînait de parler en public. Chaque semaine, quelques élèves étaient choisis pour se mettre debout devant toute la classe et faire un rapport sur leurs activités récentes. C'était alors mon tour et je racontais un peu ma vie, dont une sortie pour voir un de mes groupes préférés de l'époque, Metallica. Et moi, voilà, j'ai dit un truc du style « Ouais, j'adore le chanteur Kirk Hammett. » Non, pas de fan de Metallica. Bon. Ouais, c'était pas le chanteur. Mais bon, au moins, c'est le même groupe. Hein, ça aurait pu être pire. Mais bien entendu, c'est une grosse gaffe et mes camarades de classe se sont bien foutus de moi. Aussi bien que nous n'aimons pas avoir tort, quand c'est quelqu'un d'autre qui se trompe ou qui fait une bêtise, ça nous procure une satisfaction énorme. Mais cette expérience m'a enfin appris quelque chose, qu'il faut que je me prépare pour parler en public. Et heureusement, car sinon, je ne serai pas là devant vous aujourd'hui. Et si je dis des bêtises, je ne veux pas savoir. Non, mais vraiment, ne me le dis pas. Bon, il y a des erreurs qui sont moins évidentes. Elles ne sont pas tous noirs et blancs, comme mettre un nom à la place d'un autre, ou évaluer le contexte pour juger le niveau de qualité exigé pour un travail. Ou même de savoir que ta façon de voir le monde n'est peut-être pas celle de la majorité. En me construisant en tant que freelance, j'ai fait des suppositions de ce que ça voulait dire, de ce que les clients attendaient de moi. Être freelance, c'était d'être réactif, flexible et de proposer des tarifs plus intéressants que des agences. C'était d'être accessible, avoir ce rapport direct, une relation privilégiée entre moi et le client. C'était aussi d'être disponible, même parfois le soir ou le week-end, de faire le nécessaire pour assurer un deadline. Ce sont des qualités que j'ai acceptées et que je pourrais verbaliser. J'en étais consciente. Plus que ça, j'étais contente, ravie même. J'étais indépendante, ma propre boss, et enfin, je voyais du succès. C'était ma vie de rêve, quoi. Aux États-Unis, on demande aux enfants « Qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand ?» Ici, c'est plus « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» ou « Qu'est-ce que tu veux devenir ?» Et dans les 2 cas, la réponse est à peu près la même. Je veux être une ingénieure. Je veux devenir médecin. Je veux être une princesse guerrière. Non, c'est que moi, ça? Une fois adulte, on nous demande « Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et nous répondons « Je suis ingénieur. Je suis médecin. Je suis une guerrière princesse. » Une princesse guerrière, pardon. Oui, je simplifie et je généralise un petit peu afin de soutenir mes propos. Mais même si tu as tendance à répondre plutôt comme « je travaille en tant que », le rapport est là. Nous occupons les rôles et les rôles nous occupent. Aussi bien que d'être maman ou papa, d'être étudiant ou chômeur. Notre vérité est liée à notre identité. Et notre identité est forgée en grande partie dans ces rôles que nous occupons. J'étais alors freelance, qui avait accepté de mon plein gré tout ce que ça engendrait, sauf que je n'étais consciente que d'une partie de ce que ça voulait dire.
et comment ce rôle transformerait mon identité et du coup ma vérité et ma vie avec. Parce que être un freelance veut aussi dire être seul. Malgré des collaborations que j'ai pu faire et des réseaux que j'ai construits, au bout du compte, un freelance n'est investi qu'en lui-même. Et plus important, ceux qui travaillaient avec moi n'étaient investis réellement qu'en eux-mêmes. Dans le temps, j'ai commencé à m'apercevoir des effets secondaires de certaines de ces qualités que je mettais en avant, que je vendais comme mes points forts. Réactivité, flexibilité, accessibilité, disponibilité. Ces qualités ne venaient pas avec des limites bien prédéfinies. J'étais un freelance et pas grand-chose d'autre. De plus en plus, ce rôle prenait toute la place. Et au bout d'un certain temps, je ne me reconnaissais plus. Je me suis laissé étouffer avec cette vie de rêve qui finalement ne livrait pas sur ses promesses. J'avais à nouveau tout fait de travers. Il y a deux termes anglophones dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, work-life balance et burn-out. Je ne vais pas vous raconter mon expérience avec le burn-out. Et il vous sera peut-être surpris d'apprendre que je ne crois pas en l'idée de work-life balance. Oui, je viens de vous dire que mon rôle de freelance a usurpé ma vie, mais la leçon pour moi n'était pas qu'il fallait que je sépare davantage ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Pour moi, le problème n'est pas là. Mon erreur était de me conformer à l'image que j'avais d'un freelance au lieu de faire conformer mon rôle de freelance à mon image. Si vous souhaitez parler de burn-out ou tout autre sujet que j'ai évoqué aujourd'hui, je serai dans l'espace conférencier à 14h. Venez me retrouver là, j'en serai ravie. Avec le temps qui nous reste, j'ai envie de vous parler plutôt du yoga et de l'agile. Ça vous va ? Ma carrière de freelance s'est effectivement arrêtée avec un burn-out, suivi d'une année sabbatique, ça y est, pendant laquelle je me suis préparée à une reconversion et je me suis plongée plus profondément dans ma pratique du yoga. Il fallait que je me retrouve et que je me reconstruise. Il y a une yogi que j'adore, qui démarre souvent ses séances en disant « Rappelle-toi pourquoi tu viens sur le tapis ». Pourquoi, en effet? Pour beaucoup, le yoga, qui s'est beaucoup popularisé ces dernières années, est un sport. Personnellement, je n'aime pas trop le sport. En fait, je suis plutôt une feignasse. Non, pour moi, le yoga est d'abord un moment privilégié que je passe avec moi-même. C'est l'occasion de faire le point, de constater mon état physique et mental. Il y a 8 branches du yoga, à commencer par la partie philosophique trouvée dans les yamas et les niyamas. Il nous apprend des disciplines relationnelles et personnelles respectivement, telles que l'honnêteté, la vérité et l'authenticité, le contentement, la persévérance et l'auto-analyse. Ensuite, nous trouvons asana. La pratique des postures, c'est la branche la plus associée avec le yoga. Pranayama, la respiration contrôlée. Pratyahara, la discipline sensorielle. Dharana, la concentration. Et dhyana, la méditation. On peut considérer ces 5 branches comme le framework du yoga. Ce sont des pratiques et des cérémonies qui nous amènent vers le but ultime, le 8e branche, le samadhi. Là, je suis en train de perdre des gens avec le yoga, mais c'est pas grave. On va en revenir, tu vas voir. Le samadhi, c'est donc l'union. Et pour simplifier ou pour faire abstraction du côté spirituel, on peut traduire union par un accord avec soi-même, d'être en paix, quoi. Ma reconversion ne m'a pas amené très loin. J'ai décidé de rester dans le milieu web et avec un rôle plus précis, chef de projet. En tant que freelance, j'étais à la fois chef de projet, designer parfois, développeur front, formateur, conseillère, stratégiste. J'étais une femme à tout faire et j'étais trop éparpillée.
Je faisais plein de choses et pas trop mal, mais je n'excellais nulle part. Désormais, j'avais envie de faire qu'une chose, de le faire bien, dans les règles de l'art. Cette démarche m'a conduit à travailler en agence et m'a introduit à l'agile et la pratique du Scrum. On parle de l'agile comme une méthodologie, mais c'est avant tout une philosophie qui nous apporte des valeurs et des principes sur lesquels on peut baser nos pratiques. Il nous apprend de privilégier des humains avant tout, l'importance de la collaboration et de l'adaptation. On y retrouve aussi le contentement, la persévérance et l'auto-analyse. Et oui, encore là, je prends quelques libertés avec l'interprétation du manifeste agile afin de soutenir mes propos, mais je pense que ça reste cohérent et fidèle à la source. Scrum est un framework qui nous apporte des pratiques et des cérémonies qui nous permettent d'atteindre notre objectif, une valeur tangible en forme de produit ou service. Les daily stand-up, rétrospectifs, sprint planning et séances de raffinement, ce sont des rendez-vous qui permettent à l'équipe de renouveler son engagement envers le projet, de creuser sa compréhension des objectifs et d'améliorer sa pratique. Je travaille actuellement sur un projet où on doit collaborer avec une autre agence qui est très ancrée dans la méthode cycle en V. Elle résiste fortement à notre envie et celle du client d'implémenter Scrum. Surtout leur chef de projet qui, elle aussi, pratique le yoga. Alors, j'ai essayé de lui faire comprendre le principe des stand-up, qu'elle trouve être une perte de temps, comme beaucoup de gens d'ailleurs, en les comparant aux asanas. Je lui ai dit que c'est normal de ne pas voir les résultats tout de suite, que les résultats émergent dans le temps à force de faire, que le but n'était pas réellement de faire un reporting quotidien, mais de se rappeler pourquoi on venait sur le tapis, et aussi de créer une synergie avec le groupe. Je lui ai dit que moi aussi, j'avais travaillé longtemps en cycle en V et que j'aurais bien aimé découvrir le Scrum plus tôt. Mais comme on le sait, certaines croyances et méfiances sont plus fortes que tout argument et toute preuve. Et puis, il y a un autre détail non négligeant. Dans une équipe Scrum, il n'y a pas de chef de projet. Comment est-ce que cette chef de projet endurcie pourrait se projeter dans une méthodologie où son rôle n'est pas représenté? On ne lui demande pas seulement de changer sa pratique, on lui demande de changer son identité. Ce qu'on retrouve dans le yoga, comme dans l'agile, est l'acceptation que le changement est inévitable. Pour rester en accord avec soi-même, nous devons accepter et adapter à ce changement, et il nous donne les outils et les pratiques pour ce faire. Dans ces environnements où on valorise l'humain, la communication et l'amélioration continue, nous créons des espaces où on peut se tromper. On peut faire des erreurs, sans jugement et en toute sécurité. Je n'ai pas une seule et unique vérité, mais j'ai des valeurs et les principes que j'applique à chaque aspect de ma vie. Ils créent mon identité, m'aident à définir mes limites et me permettent de m'adapter aux différents rôles que je peux être amené à habiter, sans me compromettre. Aussi bien que le changement soit inévitable, nous ne pouvons pas l'effectuer chez quelqu'un d'autre, uniquement en soi-même. Et donc le meilleur rôle que je peux habiter est de celle qui est en accord avec elle-même. Et tout ce que je peux espérer est que le partage de ma pratique pourrait inspirer le changement autour de moi de la même façon que d'autres personnes l'ont fait pour moi. Je tiens à ne pas prononcer les mots « ça ne se fait pas ». Je tiens à toujours admettre quand j'ai tort. Je tiens à poser souvent la question « pourquoi ?» et de m'assurer que la réponse s'aligne avec mes principes et mes valeurs. Je tiens à continuer à tout faire de travers parce que c'est là où se passent les choses les plus intéressantes. Je m'appelle Jenny Beaumont. J'identifie en tant que créatrice multiculturelle et multidisciplinaire, et aussi yogi et princesse guerrière.
Vous pouvez trouver d'autres de mes écrits sur mon site internet jennybeaumont.com. Je travaille actuellement en tant que chef de projet digital et Scrum Master certifié chez Human Made et je vous remercie beaucoup de votre écoute.